Bonsoir à toutes et à tous, c'est lundi soir et c'est l'heure de 85 chrono. Nous sommes ensemble, vous le savez, pendant 20 minutes pour revenir sur toute l'actualité sportive marquante du week-end. Certaines équipes peuvent déjà souffler, d'autres vont en revanche devoir se battre jusqu'au bout. Et au sommaire, ce soir en basket, c'était peut-être le match du maintien. Pour le RVBC, une victoire face à Charleville-Mézières assurait aux Tigresses de rester en LFB la saison prochaine. Alors mission remplie ou non pour La Roche, réponse dans quelques minutes. Double rendez-vous de football ce soir en National 2. La Roche VF est plus que jamais en course pour la montée, victoire impérative samedi soir face à Trélissac et duel à distance avec l'autre co-leader, le Paris 13 Atlético. Un cran plus bas, nous irons sur les terrains de N3 avec le derby de la 25e journée entre Fontenay-le-Comte et Challans, un match riche en rebondissements entre un VFF qui rêve lui aussi de monter et des Chalandais, eux, déjà maintenus. Tout autre registre au Sable d'Olonne, conclusion de la Vendéva ce week-end, 3 courses et près de 120 km à parcourir au total. L'incontournable course de pirogue polynésienne a encore tenu toutes ses promesses et puis enfin, nous ferons un détour par la côte est des États-Unis où la Transat CIC a presque rendu son verdict pour l'ensemble de la classe IMOCA. Voilà pour le programme de ce lundi 13 mai 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et après une saison en apnée, cette 5e et avant-dernière journée des playdowns devait être l'oxygène vital à La Roche-Vendée Basket pour assurer son maintien. Le constat était simple, vendredi soir, une victoire et les Tigresses assuraient leur place en Ligue féminine la saison prochaine. C'est une équipe de Charleville-Mézières déjà maintenue qui se présentait aux Oudéry et les Ardennaises ont donné du fil à retordre aux Lyonnaises. Les deux formations sont au contact dans les premières minutes. La Roche est décrochée en fin de premier quart. Les visiteuses mènent alors 22-15. Le groupe de Manu Body manque d'adresse dans cette première période avec seulement 33% de réussite au shoot, mais Koné et Adams permettent au RVBC de rester au contact. Les Flammes vont alors accélérer avant la mi-temps. L'ex-Tigresse Ornella Bancolé fait mal à la défense vendéenne. 20 points au compteur pour les Lières vendredi soir, meilleure marqueuse du match. La Roche est menée 42-35 à la pause. Dans le même temps, dans le Finistère, l'autre match des playdowns, Landerneau mène déjà très largement face à Saint-Amand et même sans l'emporter aux Oudéry, La Roche serait maintenue en cas de défaite de Saint-Amand. Alors avec un œil sur le score, la team d'Anna Suarez tente de revenir tout de même sur Charleville dans le troisième quart. Une nouvelle fois, -4, le RVBC voit son adversaire du soir remettre un coup de collier, 66-56 pour les Flammes. Les Tigresses ne reviendront jamais au score et s'inclinent 77-68 dans un quatrième quart-temps bien moins prolifique et cela des deux côtés. Mais qu'importe, Saint-Amand s'est incliné en Bretagne, offrant de facto le maintien aux Vendéennes. Soulagement forcément pour le coach des Lyonnaises Manu Body. On l'écoute au micro de Thibaut Grasset, suivi de son homologue pour les Flammes, Carolo. On n'a pas eu d'adresse ce soir, il aurait fallu enflammer un petit peu le match à un moment donné, avoir des runs où tu scores 2-3 paniers à 3 points d'affilée, tu vois que tu as des situations un peu euphoriques. Et en fait, on n'a pas réussi à avoir ça. Donc on a manqué d'adresse. Mais bon, voilà, je trouve qu'on s'est battu. On a été derrière tout le match. Mais on se bat, on n'a pas lâché. À l'image de la saison, en fait. On avait le score de l'autre côté à Landerneau. Voilà, on espérait que Landerneau batte Saint-Amand pour que l'affaire soit pliée. Et puis c'est fait. Donc gros ouf de soulagement. Cette année, on l'avait dit, une équipe derrière, ça suffira. Et on savait que la saison allait être très compliquée. Donc voilà, on fait l'essentiel, on se maintient. On a envie de dire l'honneur est sauf. Et puis on va se projeter tout de suite sur la saison prochaine pour repartir. Parce que moi, je ne reste pas à La Roche pour jouer les playdowns. Donc il faut absolument qu'on revienne dans ce top 8 ou top 6. J'avais demandé aux filles de prendre du plaisir, d'essayer de jouer bien ensemble, pas se poser trop de questions. Profiter qu'on ait moins de pression pour jouer un basket un petit peu plus total par moment. Et globalement, on a bien contrôlé le match. On a pris l'adversaire au sérieux, mais on a eu des moments où on était un peu trop facile. On a généré quelques pertes de balles qui nous ont provoqué des fautes, qui ont donné des lancers francs. Et ça a permis à La Roche de rester toujours à 10-12 points. Là où on aurait pu, je pense qu'on aurait pu plier le match avant. Maintenant, voilà, c'est important de bien finir et de pas abandonner, même si les matchs sont sans enjeu, parce qu'il y a des joueuses qui auront encore des choses à faire pendant l'été. La meilleure façon d'éviter des blessures, c'est de jouer, quoi. La saison aura donc été longue et éreintante, mais La Roche-Vendée Basket peut souffler. L'essentiel est assuré. Après cette 5e et avant-dernière journée, les Lyonnaises se maintiennent en 3e position et seront donc de nouveau en LFB l'an prochain. Lourdement battu 85-38 par Landerneau, Saint-Amand est donc en Ligue 2 féminine la saison prochaine. Reste désormais une dernière journée sans enjeu pour les 4 équipes. Demain soir à 20h, le RVBC recevra Landerneau aux Oudéry, l'occasion d'un dernier tour de piste pour plusieurs joueuses de l'effectif.
En football, eux se présentaient au stade Henri Desgranges pour leur dernière sortie à domicile cette saison en National 2. Samedi soir, La Roche VF recevait Trélissac pour la 25e journée. Objectif, s'offrir les 3 points pour rester en course pour la montée face à une équipe déjà reléguée depuis plusieurs semaines. Cette avant-dernière rencontre pouvait ressembler à un match piège pour le co-leader. Sous une forte chaleur, le début de match est à l'avantage des Vendéens. Keita puis Allemand ici. Les visiteurs se montrent aussi une première fois sur ce coup de pied de coin avec le même résultat. Manque de réussite, Boissier tout proche lui d'ouvrir la marque, mais sa reprise de volée n'est pas cadrée. Et face à une défense périgourdine très resserrée, il faut attendre la demi-heure de jeu pour la première étincelle, signée Momar Ndiaye, 1-0 à la 34e minute. Les hommes en rouge semblent en maîtrise, mais voilà, après une perte de balle, Diakité déboule côté gauche pour venir servir Joris Romil. Trélissac égalise dans la foulée, un partout à la pause. Et après une première période plutôt équilibrée, les visiteurs vont rapidement montrer leur lacune. 50e minute, corner de Buaillon pour le coup de casque de Thomas Allemand. Le défenseur redonne l'avantage à La Roche, 2-1. Le break est même tout proche quelques instants plus tard, mais énorme raté de Boissy qui manque le cadre face au but vide. Les Lyonnais continuent de faire le siège de la défense adverse. Jason Buaillon cherche de nouveau le grand gabarit d'Allemand dans la surface et c'est un défenseur qui va venir envoyer ce ballon dans ses propres filets. 3-1, le break est fait. Malgré quelques rares occasions, la fin de match est pénible pour la formation de Dordogne et l'addition va encore s'alourdir après un raid solitaire. Keita sert à Timfar, mais nouvelle déviation de Trélissac dans son propre but. 4-1 et puis 5-1 même 5 minutes plus tard. Guillaume Audru lance Mathis Vrignon qui parachève le festival offensif des Vendéens. La Roche VF s'impose 5-1 face à Trélissac et reste co-leader. Tout se jouera donc dès ce week-end lors de la dernière journée. La réaction des deux entraîneurs avec Thibaut Grasset. Au vu de la composition de départ de Trélissac, je savais que ce ne serait pas simple. Voilà, on a vu qu'ils avaient mis en place un système avec 5 défenseurs, donc c'est toujours compliqué de contourner une défense à 5. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal sur les premières minutes, la chaleur n'aidant pas les joueurs à pouvoir enchaîner situation sur situation, parce que je pense que c'était assez éprouvant. Donc il fallait être patient sur ce match, et puis à un moment donné, on savait que s'ils prenaient un but, ça aurait été difficile de se relever, surtout en deuxième période. Donc c'est ce qui s'est passé, puis que le troisième est venu très rapidement derrière. Les garçons, il n'y a pas eu beaucoup dans la saison de périodes où il a fallu les remettre à l'endroit. Je pense que si on en est là, c'est que toute la saison, ils étaient en capacité justement d'être à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Donc forcément que sur cette dernière ligne droite et cette dernière semaine, ils seront encore là, quoi. Ils seront présents. Maintenant, il faudra jouer le match et il faudra être en capacité de relever le défi, ce qui ne sera pas simple à Bourges. La défaite est complètement logique, hein. On fait une bonne première mi-temps où on fait jeu égal avec La Roche. Et puis pourtant, on prévient qu'ils vont revenir avec de vraies intentions, ils vont mettre beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité dans le premier quart d'heure. On prend un but sur corner, c'est du marquage individuel, donc on lâche tant de marquage, 2-1. Le troisième, on a pris du but en 6 minutes. Et à partir de là, dans les conditions déjà mentales où on est, parce que nous, depuis 3 mois, les joueurs ont quand même plutôt lâché le morceau depuis l'annonce de la rétrogradation financière au club. Donc nous, les résultats, on s'en fiche. Ce qui est embêtant, c'est de lâcher comme ça la deuxième période, quoi. 3 points supplémentaires donc pour La Roche VF à l'issue de cette 25e journée. Mais dans le même temps, le Paris 13 Atlético s'est imposé face à Blois. Résultat, les deux équipes restent en tête à égalité de points. C'est donc une 26e et dernière journée décisive qui attend les Lyonnais. Les hommes de Frédéric Reculot iront à Bourges, tandis que les Parisiens se rendront à Angoulême. Les Vendéens n'auront d'autre choix que de faire un meilleur résultat que leurs concurrents, car si les deux formations venaient à l'emporter, la montée reviendrait aux Franciliens pour une meilleure différence de but particulière. Et puis au classement aussi, vous le voyez à noter, samedi soir, les Herbiers affrontaient Libourne. Match nul de partout à Massabielle. Le VHF se maintient en 8e position. On l'a vu en National 2, La Roche VF joue la montée. Eh bien, un étage en dessous en National 3. Objectif similaire pour le Vendée Fontenay Foot en cette fin de saison. Samedi soir, Fontenay-le-Comte 3e recevait Châlons au stade d'Emmanuel Murzeau pour la 25e et avant-dernière journée. 18e minute, le début de partie est équilibré. Romero pour Fontenay trouve Clément Godet. Métro s'interpose avant d'être sauvé par son poteau. 34e minute, toujours 0-0. La défense du VHF a le ballon. Pas de danger. Et Mehdi Belbachir n'a pas vu que son gardien était avancé. Mais le ballon au fond de ses propres filets. Un but généreux et gracieusement compensé. À peine 3 minutes plus tard, c'est cette fois le portier chalandais Étienne Métro qui est fautif. Un crochet manqué et Pierre-Ange Omombe récupère pour remiser dans le but vide, 1 partout. C'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Chaland est à la baguette. Thierry Godam récupère ce second ballon et s'emmène avant d'être percuté par le portier du VHF. Penalty, le numéro 9 chalandais s'en charge lui-même et prend Noir Renou
à contre-pied. Les Rouges repassent devant 2-1. Fontenay pousse pour revenir. 10 minutes plus tard, Romond B se mue cette fois en passeur pour Romero qui expédie au fond. De partout désormais. Fin de match complètement débridé. Les Fontenaisiens veulent s'imposer une première fois. C'est Aounala qui ne parvient pas à faire la différence après un super retour de Ringayen. Malheureux buteur contre son camp en première période. Le capitaine du VFF Belbachir est aussi tout proche de remettre les siens devant, mais c'est sur le poteau. Aounala est une nouvelle fois à un cheveu d'offrir la victoire aux siens, mais ne peut reprendre ce centre. Un manque de réussite pour Fontenay. C'est finalement Chaland qui va avoir la balle de match dans le temps additionnel. Niaoré sert Godam qui s'offre un boulevard à droite et le buteur chalandais va venir se défaire du gardien. Ça frappe, mourir dans le petit filet. On en restera donc là 2-2 samedi soir entre Fontenay-le-Comte et Chaland. Les deux entraîneurs, Aurélien Joubert et Nicolas Lemétayer, répondaient aux questions de Julien Comte. C'est un sentiment partagé ce soir. Après, le résultat des autres m'importe peu. Ce qui était important, c'était nous de faire le job, comme on dit. Il y a beaucoup de déceptions ce soir. On est abattu. Voilà. Moi, je suis abattu et les joueurs le sont aussi. Mais ça n'enlève pas la belle prestation des gars et la saison qu'on a fait. Il reste un match pour bien conclure cette saison qui est pour nous assez exceptionnelle. Mais c'est vrai que quand on arrive à 2 journées de la fin, si près de la tête, il y a forcément de la déception ce soir avec ce match nul et beaucoup d'occasions manquées quelque part et 2 buts évitables à mon goût. C'est vrai que sur les 2 confrontations, face à cette équipe, on est ressorti sur un 0-0 à l'aller qui aurait pu faire un 3-3 aussi. Chacun avait eu ses occasions et on est sur le même constat, je pense, sur ce match-là où j'enlève les 2 premiers buts où chacun fait des cadeaux à l'autre équipe, mais après on a le bonheur quand même de mener au score et on se doit d'être un peu plus consistant et solide pour finir nos occasions, parce que je pense qu'on avait le moyen de finir nos occasions. Après, effectivement, ils sont revenus, ils ont poussé à la fin. Ça a été compliqué. Je pense que le match nul sur l'ensemble du match est plutôt reflète ce qu'il y a eu comme contenu, même si on aurait dû être plus efficace. On savait que face à cette équipe-là, si on ne met pas cet ingrédient-là, on n'existe pas. Ça joue fort dans les duels. C'était à nous de répondre sur ce côté-là. On a réussi à le faire. Je félicite les joueurs par rapport à ça. Et au classement, le partage des points ne fait pas vraiment les affaires du Vendée Fontenay Foot. Le groupe d'Aurélien Joubert quitte le podium et à une journée de la fin des espoirs de montée pour le VFF, désormais devancé par Vertou, la réserve du FCN et le Poiré-sur-Vie. Les Genoux réalisent l'excellente opération du week-end après leur succès 2-1 à Lidonnière face à la réserve des Chamois niortais. Actuel leader, le Poiré aura donc toutes les cartes en main avant la dernière journée. En cas de victoire sur la pelouse de Château-Gontier samedi, les Genoux seront assurés d'évoluer en N2 l'an prochain. Quant aux autres formations, Chaland est 8e, la Châtaigneraie ramène 1 point de son déplacement à Saint-Philbert, 1 partout. Les joueurs de Charles de Vinaux sont 9e. Et puis enfin, revers 1-0 des Sablés FCOC sur le terrain de la réserve du Stade Lavallois. Les Sablés, déjà relégués, restent 13e et avant-dernier. Un détour à présent par la D3 féminine et très bon résultat de la Roche-ESO pour la 20e journée. Les Ornésiennes recevaient hier Saint-Malo, victoire 2-0 face aux leaders. Les Lyonnaises remonte sur le podium à la 3e marche à 2 journées de la fin. Et puis un détour à présent par le handball. La Roche-Vendée handball reçu 5 sur 5 pour cette 21e journée et avant-dernière journée de N1 féminine. Les Lyonnaises l'emportent 28-25 sur le parquet de Celles-sur-Belle. Un 5e succès de rang conjugué à une défaite de Mios Biganos qui assure au groupe d'Ophélie Charbonneau de terminer en 2e position. Et puis une superbe fin de saison de l'équipe première qui contraste avec celle plus difficile de l'équipe 2 lyonnaise. En N2, la Roche s'incline 28-22 dimanche après-midi à Carquefou. Les Lyonnaises restent engluées en dernière position après cette 13e défaite consécutive. Henri Coquet, la Vendéenne, s'est bien repris une semaine après la déception du Final Four de la Coupe de France. Les Rouges et Noirs retrouvaient le championnat de N1 samedi soir face à Mérignac. Pour la 20e journée, les Lyonnais s'imposent sur le gong. Succès 3-2 en Gironde. 4e victoire de suite pour les hommes de Marc Salicru qui retrouvent leur position de dauphin. Allez, après les parquets, après les pelouses, je vous propose maintenant de retrouver la côte vendéenne pour l'un des rendez-vous incontournables du mois de mai. Ce rendez-vous, c'est la Vendée Va. La course de pirogue polynésienne faisait son retour pour la 13e édition au Sable d'Olonne. Depuis mercredi, 4 jours de fête étaient organisés autour de la culture polynésienne. 3 courses au programme. La dernière, ici, se tenait samedi. Les 22 équipages se sont élancés à 10h de la grande plage des Sables. Au menu, 56 km pour les hommes et 15 km pour les femmes et les équipes jeunes. Plusieurs équipes
L'équipe polynésienne avait bien sûr fait le déplacement pour l'événement qui reste la grande course de pirogue polynésienne en Europe. Pas toujours évident en revanche pour les équipages d'outre-mer de s'adapter aux conditions de la côte atlantique, des courants différents et des eaux bien plus froides qu'en Polynésie. Des équipes de Vendée étaient aussi de la partie, mais également venues de Saint-Nazaire, du Morbihan, de Toulon, Biscarrosse et même d'Allemagne, avec 3 équipes représentées. Chez les hommes, les favoris ont tenu leur rang. Vainqueur des 2 premières courses, l'équipe de Tumara Va'a s'impose de nouveau samedi après plus de 4h30 de course et remporte cette 13e édition. Côté femmes, ce sont les Tahitiennes de Iilani Va'a qui terminent première sur cette ultime étape, ainsi qu'au classement général. Chez les jeunes, enfin, c'est l'équipe Va'a Happy qui remporte la victoire devant les Vikings de Vendée. Au micro de Julien Comte, quelques réactions pêle-mêle. Tout d'abord, avec Denis Rémy, président et créateur de la course, puis avec quelques-uns des participants de cette 13e Vendée Va'a. C'est les valeurs de la fondation qui s'appelle Sapovide, de l'association, mais que l'on transmet aux compétiteurs, que l'on transmet aux bénévoles, que l'on transmet à tout le monde. Parce que ces valeurs, on les a prises là-bas. Et pourquoi on a tel succès, pourquoi on a 4 équipes polynésiennes, c'est que ces équipes retrouvent au Sable d'Olonne un peu les valeurs polynésiennes. On a tout donné. On a tout donné, on a donné ce qui nous restait. Et on a gagné. Et l'objectif, l'objectif c'était de gagner. On n'avait pas le choix. Avant tout, c'est comme une famille en fait. Ils se considèrent comme une famille, c'est des amis, ils sont là depuis le début. Chacun a son rôle, chacun sait quoi faire. Et c'est une machine qui se met en route quasiment tout seul. Ils sont exténués à la fin de la Vendée Va'a, mais c'est un plaisir de recommencer. Le lendemain de la Vendée Va'a, quand c'est fini, il y a un trou, il y a un vide dans l'année, quoi. Et on attend qu'une chose, c'est que la prochaine édition recommence. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Les changements, ça apporte une nouvelle dynamique à la course. Donc on découvrait le principe et ça nous a plutôt réussi. On a été constant tout du long et on a pu jouer avec des grosses équipes, avec Toulon pendant un moment. Donc on est super content. Pour notre équipe sablaise, c'est un super résultat aujourd'hui. Et je vous propose maintenant de partir à 6500 km des côtes sablaises pour allier l'Est des États-Unis où se termine la Transat CIC. Nous sommes entrés cet après-midi dans le 16e jour de course et seuls 2 IMOCA n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée. Il s'agit d'Oliver Heer sur Oliver Heer Ocean Racing et Clarisse Kremer sur l'Occitane en Provence. Cette dernière a d'ailleurs quitté les Açores depuis vendredi où elle s'était arrêtée pour une escale technique. Tous les deux ont jusqu'à lundi prochain, le 20 mai, date de fermeture de la ligne d'arrivée pour boucler la Transat. Mercredi dernier, vous le voyez, Sébastien Simon sur groupe Dubreuil avait franchi la ligne en 10e position. Avec son IMOCA Dieteren Group, Denis Van Winberg est lui arrivé vendredi en 24e position. Les 2 skippers sablais sont désormais assurés d'être au départ du Vendée Globe. Malgré son abandon, Arnaud Boissière sur la Micaline est également qualifié. Pour Benjamin Dutreux, Manuel Cousin et Sabolch Verrush, en revanche, qui n'ont pas participé à cette Transat allée, il faudra attendre le départ de la Transat retour, la New York Vendée les Sables, le 29 mai prochain, pour assurer leur précieux sésame. En attendant, je vous propose de retrouver sur les pontons américains les 2 skippers sablais arrivés sur cette Transat CIC, non sans émotion, vous allez le voir. C'est des souvenirs, je pense, mémorables. On n'a pas tous la chance de faire ça. Et voilà, c'est une belle opportunité, c'est magique. Et c'était l'objectif que d'être ici. On a beaucoup travaillé pour arriver au bout de cette transat. Moi, toute l'équipe, mes partenaires. Et donc voilà, ça, je les en remercie énormément parce que c'était pas gagné d'avance. J'ai été blessé. On s'est lancé dans un chantier ambitieux, on n'a pas eu le temps de s'entraîner, on a changé beaucoup de choses sur le bateau et pour autant, on est là. Alors après, on peut parler du résultat, hein, mais l'objectif, c'est qu'on soit là et que la confiance est reprise. C'était une course dure, on savait. Nous, l'objectif, c'était vraiment de claquer la qualif pour le Vendée Globe. Donc voilà, on la claque ici à New York. Donc, on peut pas rêver mieux. Ça fait quand même 6 ans qu'on est sur le projet. Voilà, une équipe qui bosse depuis 3 ans. Voilà, je dirais, il y a ça, il y a fait une déclaration au Taj Mahal et puis des récits. Je pense que. Pardon. Oui. Mais voilà, c'est un super moment.
Allez, avant de se quitter, je vous propose de partir encore un peu plus loin que les États-Unis, direction le Pacifique et le Japon, où se tenait la première manche de la Coupe du Monde de triathlon. C'était à Yokohama. Plusieurs performances à noter pour les Vendéens en paratriathlon. D'abord, Thibaut Rigaudot à gauche sur la photo de droite décroche la 2e place. De son côté, Gladys Lemoussu termine 3e sur les 5 concurrentes engagées dans sa catégorie des PTS5. Gladys Lemoussu à gauche, vous l'aurez remarqué. Et puis autre résultat pour le Saint-Jean-de-Mont-Vendée triathlon en élite, Léo Bergère termine au pied du podium à la 4e place. La liste des triathlètes et paratriathlètes français participants aux Jeux de Paris devrait être connue définitivement début juin. Et puis une dernière information, cette fois en athlétisme, ce week-end avait lieu le 2e tour des interclubs. À retenir parmi les résultats, l'Ouest Vendée Athlétisme se maintient en N1B après sa 3e place à Limoges. En revanche, l'ACLR, l'Athletic Club La Roche-sur-Yon termine dernier et est donc relégué en National 2. À cet étage, justement en National 2, l'Athlé Bogage Vendée, l'Entente-Sèvres et l'Athlétique Sud Vendée se maintiennent tous les 3. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce lundi 13 mai 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais, sur TV Vendée, vous le savez, on se retrouve dès ce jeudi avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. Et nous parlerons cyclisme avec nos invités de La Roche Vendée Cyclisme. D'ici là, très bonne fin de soirée et belle semaine sur TV Vendée.